Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bon Cyril, merci d'être là dans le podcast ce matin. Comment ça va? Merci à toi de m'inviter déjà, François. Je suis vraiment content. C'est une première pour moi en plus. Donc ça va super bien. Ça va super bien et puis voilà, c'est le week-end. Hein. Bah oui, on ça attend fait plaisir. Exactement. Bah écoute, alors déjà, il faut que tu saches, depuis que je suis rentré du Japon, je saoule tout le monde avec le Japon. J'arrête pas de dire à tout le monde que le Japon c'est génial. J'arrête pas de vanter les mérites du Japon, donc je saoule un peu tout le monde. Et du coup, dans cette lignée, je me suis dit, je vais inviter Cyril pour continuer de faire le prosélytisme du Japon, pour promouvoir le Japon. Et puis, évidemment, aussi pour que tu nous racontes. Avec Kevin, on aime bien les parcours inspirants. C'est pour ça qu'on a lancé le podcast d'ailleurs. En fait, nous, on est des gros consommateurs de podcasts et de vidéos où des gens racontent des parcours avec des accomplissements super sympas. Et puis même Kevin, dans le cadre de ses programmes, vu qu'il accompagne des hommes, tu vois, sur la partie musculation, remise en forme, santé, et du coup, c'est un peu une passion de voir des parcours de gens qui se sont à un moment, tu vois, bougés et qui essayent de faire déjà de donner le meilleur d'eux-mêmes et puis de se mettre dans des bonnes situations pour eux, pour leurs proches, pour leurs futurs enfants, etc. Et du coup, quand je lui ai parlé de ton parcours, alors il peut pas être là aujourd'hui. Kevin, on l'embrasse, mais il est en train de visiter des maisons il est en train de faire un investissement immobilier. Mais du coup, quand je lui ai parlé de ton parcours et tout, il m'a dit, ouais, carrément, trop chaud d'inviter Cyril. Et du coup, voilà, je vais te poser quelques questions aujourd'hui, puisque toi, du coup, tu es expatrié au Japon depuis, c'est quoi, depuis 4 ans? Ou je dis une bêtise? Bientôt 5 ans, là, tu vois, là, ça fait 4 ans, bientôt 5 ans, au début d'année prochaine, ça fera 5 ans. Et ouais, écoute, ce que tu me dis, en fait, ça me surprend moyennement. En fait, toutes les personnes que j'ai vues venir au Japon pour des vacances et sont rentrées en France, toutes les personnes me disent la même chose, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable pour eux et ils ont besoin après de faire une propagande, même s'il n'y a pas besoin de propagande, mais une petite propagande pour le Japon parce que j'ai jamais rencontré personne qui a été déçu en fait de venir au Japon en vacances. Ouais, comme tu le disais, moi, du coup, je suis expatrié au Japon depuis 5 ans. Donc, j'ai fait un petit peu tous les stades de l'expatriation, les stades où tu fais des petits boulots, juste pour avoir un petit peu d'argent et survivre. Et puis, maintenant, le stade où je suis dans une bonne position et où j'ai plus du tout les petits tracas de la vie que tu as quand tu arrives dans un nouveau pays. Oui, parce que tu vas nous en parler. Ça s'est pas fait facilement cette expatriation. Mais avant ça, moi j'aimerais savoir en fait à la base, parce qu'on a fait nos études ensemble. Du coup, on était dans la même école, et en sortie d'école, je crois me souvenir, ou même pendant que tu étais déjà à l'école, je pense que tu avais déjà je crois que tu mûrissais déjà ce projet. C'est comment dire, moi j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai dû faire 10-15 pays, donc je me suis dit bon, voilà, quelqu'un qui veut s'expatrier, ok, mais là en allant au Japon, j'ai vraiment compris pourquoi tu voulais t'expatrier. Mais est-ce que déjà tu étais déjà allé au Japon avant de mûrir ce projet d'expatriation au Japon? Est-ce que tu y avais déjà été ou pas du tout? Alors ouais. Alors moi aussi j'ai pas mal voyagé. J'ai eu la chance de pas mal voyager quand j'étais plus jeune. Je suis allé un peu partout, aux Amériques, en Europe, en Asie, mais j'ai pas eu pas en Afrique encore, mais et en Asie j'y étais pas allé beaucoup non plus. Mais j'ai eu la chance de quand même pas mal voyager avant de décider de passer un peu plus de temps que juste le temps d'un voyage à l'étranger. Comment ça m'est venu le Japon? Alors ouais, j'y suis allé en voyage. En 2018 peut-être, donc ça fait 6 ans. Ouais, 6 ans, c'est ça. C'est ça. Un peu plus de 6 ans, voilà. Donc j'y étais allé en voyage 3 semaines. Et coup de cœur, en fait. Coup de cœur, j'ai beaucoup aimé le pays. Je connaissais pas du tout. J'étais un petit peu dans la culture pop, mais sans plus. La cuisine, j'aimais bien aussi la cuisine asiatique et principalement chinoise et japonaise. Donc je connaissais un petit peu, mais pas plus non plus, tu vois. Et gros coup de cœur en y allant. Euh, Juste dans la foulée, en plus, après le Japon, je suis reparti 3 semaines aussi en Australie. Euh, et ça m'a redonné envie de voyager plus longtemps. Mais en même temps, ça m'a recadré en me disant, voilà,
l'Australie c'était cool, mais je pense que je préférais quand même l'Asie. Et du coup, après, le temps que le projet se fasse, une petite année à peu près, je démissionne de mon boulot en 2019, fin 2019, et je décide de partir d'abord en PVT, parce qu'à la base, le projet, c'était de partir 4 ou 5 ans en PVT dans différents pays d'Asie, faire Japon, Corée, Hong Kong, un petit peu de Singapour, peut-être Thaïlande, après Australie, un PVT. Enfin, j'avais prévu de faire quelque chose d'assez nomade, on va dire, en vivant un petit peu, simplement, plus simplement. Et au final, donc je pars en début 2020. Début 2020, janvier ou février 2020, avec mon PVT au Japon. Et là, comme je pense que tu t'en souviens, Covid en mars. Donc lockdown en France, au Japon à partir de mi-mars, plus aucun avion revient de l'étranger avec des étrangers justement, que des Japonais qui rentrent au pays, frontières complètement fermées. Et du coup, mon projet qui était de faire plusieurs pays d'affilée, voyager, profiter, se transforme un petit peu. Se transforme un petit peu et puis du coup on commence à réfléchir. Là il va falloir travailler un petit peu plus sur place, faire des petits boulots. Je parlais pas japonais, je parle pas toujours très bien japonais, mais je parle un petit peu mieux quand même. Mais voilà, du coup 2020, tu te sors un petit peu les doigts et puis tu fais des petits boulots. Tu fais plein de petits boulots et puis ton projet du coup comme mon projet qui était de faire plusieurs pays, voyager, se transforme en rester dans un pays, rencontrer des gens qui au final me font envie de rester aussi dans le pays. Et puis voilà, quoi. On est toujours là 5 ans plus tard. D'accord, donc à la base, en fait, il n'y avait pas du tout l'idée de se dire c'est le Japon, je veux partir au Japon, vivre là-bas. En fait, à la base, c'est vraiment un projet avant tout quand même de quitter la France et d'aller partir voyager, mais pour une durée quand même déterminée. Tu t'étais dit 4-5 ans et un peu voyager à droite à gauche. Ouais. J'étais parti sur 4-5 ans, ouais. Et le Japon, c'était juste le début, en fait. C'est vraiment été au hasard. Tu vois, j'avais le choix entre Hong Kong, Corée pour faire un PVT, Japon. Moi, j'ai choisi le Japon parce que pour une raison X ou Y, je peux pas te dire, je m'en souviens même plus. Et ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, quoi. Mais voilà, du coup, ça a été le Japon. Et ouais, non, à la base, c'était pour un projet quand même timé, avec des limites temporelles. J'avais pas non plus l'intention de partir ad vitam aeternam, quoi. C'est d'ailleurs ce que je disais à tout le monde avant de partir. Hein. Je disais, de toute façon, je pars pas très loin, je pars pas très longtemps, quelques années, et puis après, je reviens en France. Puis au final, quelques années, et j'ai pas l'intention de revenir. C'est toujours marrant C'est ça exactement, ouais. C'est toujours marrant de se rappeler en fait il y a 5-10 ans quels étaient les projets ou quelle a été la première étape et puis en fait derrière tu te rends compte qu'une porte en ouvre une autre et tu finis pas du tout là où tu t'y attendais initialement quoi. C'est toujours rigolo. Et du coup, toi qui as beaucoup voyagé, parce que moi qui ai un peu voyagé, du coup, je trouve que le Japon, pour plein de raisons, je vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé je crois que c'est 2 épisodes en arrière là, de Broworking, donc pour ceux qui seraient intéressés, j'ai donné pas mal mon avis, donc ça va plutôt être le tien aujourd'hui que je veux. J'ai expliqué en quoi finalement le Japon pour moi c'est un des pays, vraiment un des meilleurs pays que j'ai visité et voire même si je devais un jour m'expatrier, ce serait un des pays auxquels je réfléchirais fortement. Mais toi, du coup, qui a aussi beaucoup voyagé, mais qui surtout est là-bas depuis 4-5 ans maintenant, déjà à la base, qu'est-ce qui fait que finalement c'est le Japon que tu as préféré par rapport à l'Australie ou à d'autres pays asiatiques? Et qu'est-ce qui t'a finalement donné envie de rester là-bas aujourd'hui et de t'expatrier presque, j'ai envie de dire, aujourd'hui, pas ad vitam aeternam, en tout cas, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais qui t'a donné envie de rester en tout cas sur du long terme là-bas? Alors, qu'est-ce qui m'a donné? C'est une bonne question. Il y a quand même des choses en fait qui sont assez classiques, qui devraient être la base en fait dans n'importe quel pays. Comme tu vois, c'est un peu cliché, mais tu vois la sécurité, la propreté, le fait que les services soient tip top, tu vois. C'est que ça devrait être la base quand même dans pas mal de pays et même si en extrapolant, tu trouves toujours du bon dans tous les pays où tu vas, j'ai jamais retrouvé, on va dire, ce niveau de service, de propreté, de sécurité n'importe où ailleurs en fait. C'est quelque chose pour moi qui était assez important et au final en fait quand je me suis retrouvé ici en 2020 à être un petit peu bloqué ici, à faire ma vie, j'ai commencé à me rendre compte en fait de tout ça. C'était pas quelque chose qui était déjà inscrit dans ma tête en arrivant et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte sur le terrain en fait. Qu'en fait c'est hyper agréable de vivre dans un pays
hyper sécuritaire, comme le Japon, tu vois, t'as pas besoin de te faire attention à ton téléphone dans ta poche. Tu peux laisser, comme tu le disais d'ailleurs dans ton podcast, et je le vois très souvent, tu vois, à midi, je suis allé manger au resto et je l'ai vu encore. Tu peux laisser ton téléphone, ton iPhone 16 ou 15 sur la table pour réserver la table et aller au WC ou faire ta commande. Et tu sais que quand tu reviens, bah, le téléphone il est toujours là, quoi. C'est quand même agréable. Là, à midi, justement, ça m'a fait rire aussi, et je l'avais dit à ma compagne, c'est que donc il y avait l'iPhone 15 sur la table, le sac Louis Vuitton sur la chaise, quoi. Donc il y en avait pour quelques milliers d'euros sur la terrasse d'un bar Delirium en milieu de Tokyo. Et, euh, et la personne donc va faire sa commande à l'intérieur en détente, quoi. Et c'est quand même très très agréable en fait de voir ça et de se dire bah ok, je peux le faire aussi. Il y avait ça et aussi avec du recul la praticité. Je pense que j'ai jamais retrouvé un tel niveau de praticité dans aucun pays où je suis allé. Quand on parle Japon, il y a souvent des images qui viennent et tu penses aussi aux convenience stores. Donc les 7-Eleven, les Family Mart, les petites boutiques là qui sont ouvertes 24/24, un peu comme nos petites épiceries qu'on a dans les petites rues de Lyon là, qui sont ouvertes 24/24. Mais au lieu d'acheter des produits 4 ou 5 fois le prix, tu les payes le juste prix au Japon, quoi. Et c'est vrai que c'est hyper pratique. Donc t'as ça, t'as les trains. Je veux dire, le réseau ferroviaire à Tokyo en tout cas, et entre les grandes villes est quand même incroyable. Euh, le matin, tu as un train toutes les 5 minutes. Bon, le train est plein toutes les 5 minutes, mais il y a quand même un train toutes les 5 minutes. C'est quand même hyper agréable. Je me rappelle quand donc j'habitais en Isère et que j'allais à Lyon pour raison X ou Y pour le travail. Quand tu te prends le train, là, le TER, et qu'il y en a un toutes les 30 minutes, 40 minutes que tu le rates, bon, t'es embêté. Bah là, aujourd'hui, j'habite à Tokyo, je travaille à Yokohama, donc j'en ai pour une petite heure de train, ouais. Je suis pas stressé le matin. Je pars et je sais que si je rate mon train de 7h30, bah, je prends celui de 7h40, quoi. Donc, il y a un train toutes les 10 minutes pour faire 50 km, c'est quand même très agréable. Et si je devais rajouter une dernière chose, c'est quand même aussi culturel. C'est la culture, que ce soit la culture traditionnelle ou la culture pop au Japon, c'est quand même quelque chose qui résonne pas mal. J'aimais bien avant de partir, j'ai redécouvert et réappris à apprécier encore plus en vivant ici. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui te permet aussi de te projeter un peu plus sur le long terme quand tu comprends et apprécies la culture locale. Et je rajouterais, je pense que tu penses également pareil, c'est aussi la sympathie des gens. Alors, du coup, c'est là aussi où j'attends tes feedbacks, c'est que peut-être que moi, en 3 semaines, j'ai eu une vision assez touriste de la chose, mais j'ai eu l'impression que, et tu vois, hier à soir avec Marine, on allait dans un resto, la Sommelière à Lyon, qui est tenu par un couple de Japonais. C'est une étoile et tout, et en fait, il y a une bonhomie, il y a une sympathie des Japonais, tu vois, même en France, du coup, ceux qui sont expatriés en France. Tu retrouves pas ça ailleurs, c'est-à-dire que tout le monde est gentil. Alors évidemment, c'est une phrase un peu bateau de dire ça, mais tout le monde a, en tout cas, quand te connaît, les gens qui ne te connaissent pas et qui te croisent ont tous un grand sourire et on semble, tu vois, hyper sympa, hyper jovial et toujours prêt à t'aider si tu as besoin. Si nous, le premier jour au Japon, on était perdu avec nos valises, un petit couple de jeunes est venu nous aider à trouver notre hôtel, etc. Est-ce que tu confirmes ça, cette bienveillance en fait, que j'ai pas vu ailleurs en fait, et encore moins en France aujourd'hui où tu vois, si tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue, limite les gens te regardent de travers, quoi. Est-ce que tu confirmes ce truc-là de cette bienveillance des Japonais? Je confirme et je déconfirme. Je sais pas si on peut dire déconfirmer, mais il y a beaucoup de oui, il y a quand même aussi pas mal de non. Dans la vie de tous les jours, je pense que c'est aussi un petit peu l'effet touriste. Quand tu arrives au Japon, je pense qu'il y a tellement de choses qui te surprennent qu'en fait, tu dois aussi un petit peu améliorer la perception Bien sûr. des réactions des gens. Mais oui, dans l'ensemble, les gens sont quand même très polis, que ça soit dans les restaurants, dans les magasins, dans la vie de tous les jours, les gens sont quand même assez polis. Mais il y a quand même un mais, il y a aussi l'envers du décor, il y a les administrations. Quand tu dois faire des choses avec les administrations, il y a aussi l'envers du décor où les gens sont peut-être très gentils, mais ils vont pas faire spécialement d'efforts non plus
dans l'autre sens, tu vois, il y a un protocole, il faut respecter le protocole de A à Z, quoi. Si tu demandes plus d'explications, ils vont te répéter les mêmes choses, ils vont pas faire d'efforts, tu vois. Parce que eux aussi, il y a le côté protocolaire. Non. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, bien sûr, les gens sont prêts à aider dans la vie de tous les jours et sont plutôt gentils dans l'ensemble. Mais il y a aussi l'envers du décor, que ça soit, par exemple, à l'immigration, quand il faut refaire son visa, ou même que ça soit les administrations quand il faut aller pour son health insurance, tout ce qui est relatif à la retraite, tu vois, voilà. Les gens, ils sont pas spécialement là non plus pour t'aider. Ils sont là pour faire le travail. Ouais, ils sont disciplinés, ils appliquent à la lettre le protocole, quoi. Voilà, c'est ça. Alors après, le protocole, il est bien, et des fois, c'est un petit peu difficile de comprendre, tu vois, quand t'es pas dans le truc depuis toujours. Bien sûr, c'est tout en japonais, donc je demande pas que ça soit en anglais non plus, mais tu vois, c'est vrai que il y a des notions et des protocoles, des mots que tu es pas censé connaître non plus, hein, parce que c'est pas des mots que tu utilises dans la vie de tous les jours, et ils vont pas faire non plus l'effort, tu vois, de t'expliquer d'une autre façon. Ils vont te répéter la même chose 4, 5, 6 fois, mais ils vont pas t'expliquer, tu vois, par exemple, on va dire un exemple, tu vois, le mot couler, tu vois, donc l'eau elle coule. Tu peux dire que c'est le mouvement de l'eau qui descend de haut en bas, tu vois. Donc tu peux l'expliquer d'une autre façon avec des mots d'un peu plus enfin, tu peux utiliser tous les jours. Maintenant, ils vont répéter l'eau coule, l'eau coule, l'eau coule, tu vois. Donc c'est voilà, il y a aussi ce côté-là. Mais oui, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que les gens sont quand même très très gentils. Mais c'est pas pour autant que tu peux aussi dire bonjour à des gens dans la rue et ils vont te répondre. Ils te répondront sûrement pas si tu leur dis bonjour dans la rue sans aucune raison. Parce que faut pas oublier non plus que peut-être dans la campagne, dans les petites villes, ça se fait. C'est ce que je veux dire dans toutes les grandes villes, globalement. De toute façon, je pense que Voilà. c'est pas la même chose que dans la ruralité. Ah ben c'est sûr, à Tokyo, Kyoto, Osaka, tu t'amuses pas spécialement à le faire. Quand tu vas en randonnée, je pense que vous en avez fait pas mal et moi, j'en ai fait quelques-unes aussi. C'est vrai que les gens te disent bonjour, mais ça, je pense que c'est aussi en France. Je me rappelle quand on faisait en France, les gens se disent bonjour à peu près. Mais voilà, à la campagne, peut-être que ça se fait plus, mais en tout cas, voilà. Au Japon, tu dis pas non plus bonjour aux gens, ils te répondront avec un grand sourire, quoi. Ils auront un peu peur, peut-être. C'est clair. Mais en tout cas, tu as prononcé un mot qui me paraît important, c'est stress. Effectivement, de pas être stressé déjà par les transports, etc. Et puis Kevin, dans le podcast où on parlait du Japon, du coup, lui, il parlait du niveau de vigilance. Et effectivement, du fait que quand tu baisses ton niveau de vigilance, c'est tout de suite beaucoup plus reposant. Ton niveau de vigilance, ça peut être, effectivement, tu l'as abordé sur la sécurité, ça peut être sur la qualité des transports, sur la fluidité d'un trajet que tu dois faire, etc. Et la qualité de service que tu vas avoir partout où tu vas, je trouve, en tout cas nous partout où on est allé au Japon, tu as une qualité de service qui est incroyable. Et je compare ça un petit peu à quand tu vas dans un hôtel, la différence entre un hôtel, je sais pas, 1 étoile et 5 étoiles, je pense pas avoir déjà fait un hôtel 5 étoiles, mais il y a l'hôtel 1 étoile, tu vas devoir faire attention à tout, tu vas devoir te débrouiller pour aller chercher certaines infos, tu vas devoir trouver ou chercher. Enfin, tu dois avoir un niveau de vigilance assez élevé. Puis même parfois, dans des trucs un peu craignos, tu vas devoir faire gaffe de ne pas te faire voler tes affaires, etc. Alors qu'un hôtel 5 étoiles, tout est mis à ta disposition, tout est propre, tout est nickel. Tu as juste à profiter de tes vacances et tout le monde est un petit peu là pour toi. C'est un peu le ressenti que j'ai au Japon. C'est que tu peux effectivement voyager vraiment les yeux fermés, en laissant tes bagages, comme tu dis, en regardant pas trop les heures, parce que finalement, tous les trains sont, il y a une grosse fréquence de trains et sont à l'heure. Je me souviens que un jour, pour un retard de 3 minutes, il y avait un grand panneau attention clignotant rouge. Retard, et là, nous, on se dit, ah mince, il y a un retard et tout. Et puis, en fait, retard de 3 minutes, quoi. Et là, tu fais, OK, bon, t'es dans une autre galaxie, quoi. Donc, ouais, Kevin parlait de ce niveau de vigilance. Et je pense que tu dois le retrouver, ça, c'est que tu baisses ton niveau de vigilance par rapport à quand quand t'es en France ou dans d'autres pays. Et ça, c'est hyper reposant, quoi. Ça a aucun prix. Honnêtement, aujourd'hui, c'est peut-être pas la raison, mais c'est une des top 3 raisons qui me font rester ici et qui me donnent aucunement envie de rentrer dans d'autres pays ou d'aller dans d'autres pays au jour d'aujourd'hui. C'est l'insouciance. L'insouciance que tu peux avoir, en fait, dans la vie de tous les jours. L'exemple que je prends tout le temps aussi, que j'aime beaucoup, c'est le soir quand tu rentres du boulot, je rentre un peu tard, des fois, et il y a pas mal de gens qui dorment dans le train. Et alors, ils dorment dans un train bondé, avec les téléphones dans la main. Et là, tu fais, OK, bon, t'es dans une autre galaxie, quoi. Tu vois, c'est, 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 avec
les sacs ouverts pour les femmes, donc avec les portefeuilles qui dépassent, les ordis, tout. Et personne se pose de questions, quoi. C'est normal. Voilà, donc les gens dorment avec leur téléphone, des fois déverrouillé dans la main, et ça choque personne. Moi, je suis toujours là. Waouh. Tu peux pas te permettre de faire ça à Lyon à 22 h ou 23 h dans le métro. Non, c'est Si tu clair. peux te le permettre, tu le fais une fois. Mais Ou là, les tu gens le sont fais, mais détendus, quoi. tu le fais, mais dans un cadre première classe, 5 étoiles. C'est oui, un hôtel 5 étoiles en France, à mon avis, tu peux laisser complètement tes affaires de partout, personne. Et encore, j'en sais rien. Comme je dis, j'ai pas forcément fait, mais en tout cas, pour avoir ce niveau de sécurité et de prestation en France, c'était obligé de mettre de mettre un prix très élevé aussi, quoi. Ouais. Bah alors après, pour les hôtels, je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment c'est en France. Dans les autres pays où j'ai voyagé, j'ai jamais eu de problème non plus, alors que je suis quand même allé dans des trucs un peu basiques. Les auberges de jeunesse, enfin, c'est pas non plus de la grande classe. J'ai jamais eu de problème. Euh, mais voilà, c'est plus même dans la vie de tous les jours, plus le train, par exemple, le métro, les trains, ce genre de choses. Ouais, l'insouciance dans la rue aussi, hein. C'est les gens. Quelque chose qui m'avait choqué quand j'étais arrivé, c'est que principalement les femmes d'ailleurs, mettent leur téléphone dans la poche arrière, qui dépasse, tu vois. Et ça choque personne. Moi, ça, c'est la première chose que je vois, des téléphones qui valent 1 000 euros, 1 200 € qui dépassent d'une poche arrière, et les gens sont totalement déconnectés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est apaisant. Tu vois, de pas avoir à se poser de questions, de se dire, bon, est-ce qu'il va y avoir un pickpocket qui va passer derrière moi, qui va me prendre mon téléphone pendant que j'attends au feu rouge. Enfin, tu vois, ce genre de choses, c'est quand même apaisant. Et tu as parlé des femmes, du coup, si tu es d'accord, j'aimerais aborder ce sujet parce que, alors en plus, si c'est pas indiscret de le dire, tu es du coup aujourd'hui avec une japonaise, du coup, donc et j'aimerais connaître un petit peu la place de la femme au Japon aujourd'hui, sachant que justement au niveau sécurité, donc je suis allé avec ma femme au Japon, donc elle a senti une sécurité, elle a senti qu'elle pouvait se promener déjà de partout toute seule sans se faire embêter. Non pas qu'en France, tu te fasses agresser toutes les 2 minutes, et encore qu'il y a des stats qui montrent le contraire quand tu es une femme toute seule en France. Mais au-delà de se faire agresser, c'est de se faire emmerder, de se faire accoster ou de se faire insulter même. Elle a ressenti qu'au Japon, tu n'avais pas du tout ça et que en tant que femme, tu pouvais. Et puis alors, en plus, on en parlera peut-être, mais du coup, là-bas, au niveau vestimentaire, les femmes s'habillent comme elles veulent et on sent pas qu'elles soient oppressées dans la rue, etc. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que tu confirmes ce sentiment de sécurité que, en tant que femme, Marine, elle a pu ressentir là-bas? Bon, alors, je suis pas une femme, comme tu le sais. Donc, ce que je vais dire, ça engage que moi. Bien Mais sûr. honnêtement, avec les discussions que j'ai avec ma compagne, en effet, et avec les autres japonaises avec qui j'ai eu la chance de parler, je pense qu'il y a un petit décalage, tu vois. C'est pour elle, par exemple, il y a des quartiers de Tokyo qui sont considérés comme pas safe, tu vois. Parce que c'est des quartiers où il y a pas mal de jeunes qui sont là uniquement pour faire de la drague, tu vois, de la drague de rue. C'est quelque chose qui est assez courant au Japon, dans certains quartiers, tu vois. Il y a vraiment des zones spécifiques où il y a des gens qui viennent faire du nampa, donc c'est de la drague de rue, qui viennent accoster les filles qui passent, qui leur plaisent. Mais c'est pas méchant, tu vois. C'est un peu pressant. Tu sais, ils les suivent, enfin, ils leur parlent pendant, je sais pas, 30 secondes, et s'ils voient qu'il n'y a pas de réaction, ils lâchent l'affaire et ils vont voir une autre fille. Donc, pour les japonaises, ça, tu vois, ça, c'est quelque chose où elles se sentent pas safe. Mais, de mon point de vue, donc de français homme, je pense vraiment qu'il n'y a pas spécialement de problème de sécurité. D'un point de vue liberté, il y a peut-être discussion, il y a matière à discussion, ça c'est sûr. Même si le Japon aujourd'hui, c'est quand même, je pense, plus que c'est pas ce que c'était il y a 40 ans, 30 ans, 10 ans même, d'un point de vue droit des femmes, liberté des femmes. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une société qui est quand même assez tournée vers les hommes, dirigée par les hommes. Donc c'est vrai que les femmes, il y a quand même beaucoup de femmes au Japon qui, une fois qu'elles ont leur gamin, elles reprennent pas le travail, quoi. Elles s'en occupent à 100%. Le fait de partir en congé maternité, c'est pas incroyablement bien vu non plus dans les entreprises, même si ça change beaucoup. D'après ce que j'ai compris, ça a beaucoup changé par rapport à avant, mais c'est vrai que c'est toujours pas non plus, je pense, l'équivalent de chez nous. D'un point de vue, donc tu parlais de vestimentaire, je vais dire oui et non. Oui, le week-end et en dehors du boulot. Non au boulot. Au boulot, on est quand même assez normé. Donc, les hommes, c'est costume,
Et les femmes, c'est costume ou tailleur, tu vois. Donc tu t'es quand même, je pense que t'as vu, il y a beaucoup de femmes qui ont le costume noir et blanc, là, enfin, le, pas le truc assez classique, comme les hommes. En dehors du boulot, par contre, ouais, on est sur un niveau vestimentaire où il y a très peu de restrictions, de mon point de vue toujours. Et je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez révélateur, c'est que elles sont quand même assez confiantes pour le faire. Il y a beaucoup de, il y a pas de problème quoi. Il y a des femmes en jupe, il y a des femmes, bon, pas spécialement, on va dire, comment dire, habillées comme chez nous, mais elles sont quand même assez libres de ce point de vue et j'ai pas l'impression qu'elles aient tant de problèmes que ça. Après, voilà, comme je te dis encore, c'est mon avis d'homme, pas japonais. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Non, mais c'est intéressant parce que t'as quand même, si comme tu dis, tu t'es un homme et t'es pas japonais, tu vis quand même au quotidien déjà avec une japonaise et puis tu vois aussi, enfin, tu vois, ça fait 4-5 ans donc t'as quand même un bon recul sur ça. Et oui, non, mais c'est clair. Enfin, il y a même pas de discussion. Je pense qu'aujourd'hui, en France, en tout cas dans les grandes villes, c'est impossible pour une femme de s'habiller comme ça. Clairement, c'est pas. Enfin, en tout cas, sans se faire embêter. Après, voilà. Mais oui, pour revenir sur ta distinction, c'est clair que en France, même traditionnellement, tu avais la drague de rue qui existait et qui était, alors qu'on peut trouver bien ou pas bien, mais qui était pas oppressant. Enfin, là aujourd'hui, vraiment, le gros problème, c'est pas forcément la drague de rue, je pense. Et encore une fois, je parle de mon point de vue aussi masculin. Hein. J'ai l'impression que le problème, c'est que c'est mal poli, que c'est oppressant, que c'est répété, que c'est et parfois même violent, violent verbalement. Et ça, vraiment pour le coup, effectivement, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça au Japon en tout cas. Et quel est du coup, donc ce que tu es en train de dire en fait, c'est que c'est une société qui était quand même sur un modèle très traditionnel, mais qui est en train de s'ouvrir en fait et peut-être d'évoluer. T'as un regard un petit peu là-dessus. Enfin, est-ce que du coup, c'est quoi qui te plaît le plus au Japon? Est-ce que c'est le côté un petit peu justement traditionnel et ce qui fait aussi qu'il y a des choses qui marchent bien, ou est-ce que c'est aussi le mélange entre culture pop, tradition et du coup le mélange, tu fais un truc assez sympa? Comment est-ce que le pays il évolue? Enfin, est-ce que tu trouves, voilà, comment tu te retrouves dans cette évolution et comment tu nous décrirais l'évolution du Japon aujourd'hui? Parce que ça, pour le coup, nous en 3 semaines, on l'a pas vu du tout quoi. Après, je sais pas si toi tu as un regard là-dessus. Je pense que là aussi, il y a deux réponses. Tu vois. Il y a vraiment la réponse d'un point de vue sociétal. Donc, par exemple, avec le fait que aujourd'hui, il y a des femmes qui sont politiciennes, il y a des femmes qui sont, par exemple, gouverneuses comme à Tokyo, gouverneuses de Tokyo. Et donc ça, je pense que ça, de ce point de vue-là, ça évolue beaucoup. Parce que je suis pas sûr qu'il y a 15-20 ans, ça soit possible. Ça a été possible. Après, il y a l'autre côté, la culture, on va dire, tous les jours. Et là, en effet, on est aussi sur de l'évolution, mais là aussi, je mettrais un petit bémol. On est sur de l'évolution qui prend son temps. Comme tu as pu le voir quand tu es allé, je pense, à Kyoto, on est quand même sur des villes qui sont mélangées entre du moderne et de l'ancien. Donc, tu as des bâtiments, tu peux avoir des bâtiments en bois juste à côté de buildings super high-tech. C'est vrai que ça a son charme, mais tu as aussi beaucoup. Ça vieillit quand même pas mal. Toutes les villes vieillissent pas mal. Tout commence à être un petit peu vieux. Et au Japon, dès que ça commence à être un peu vieux, c'est détruit et c'est reconstruit. Donc, d'un point de vue culturel de la vie de tous les jours, que ça soit en architecture ou même que ça soit comme tu parlais de culture pop ou tout ça, c'est des choses qui évoluent en écrasant un petit peu l'ancien, de mon point de vue. Et s'il y a vraiment quelque chose sur lequel la France, par exemple, a rien à envier au Japon, c'est vraiment l'architecture. Ça, je t'avoue, Oui. c'est quelque chose qui me manque, tu vois, les beaux bâtiments haussmanniens, ou même une belle cathédrale, tu vois. Ça. C'est vrai que au Japon, donc t'as les châteaux, t'as les quartiers un petit peu traditionnels avec les petites maisons en bois, les petites rues pavées, mais bon, c'est pas la même chose. On n'a pas C'est des clair. villes entières comme Paris, tu vois, avec centre de Paris, avec ses beaux bâtiments. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque. Ça. À part Qui les me temples, en fait. En fait, j'ai l'impression que architecturalement parlant, ils ont tout misé sur les temples, mais que sorti des temples, effectivement, l'architecture, c'est pas un truc qui les intéresse beaucoup. Ouais. Et puis même pour les temples, alors il y a bien sûr des temples qui sont anciens, mais il y a quand même pas mal de temples qui sont style ancien, mais qui sont pas si vieux que ça.
Donc ça détruit, ça peut avoir pris feu, ça peut s'être effondré, donc c'est juste détruit, reconstruit sur le même modèle que l'ancien. Donc c'est des choses qui ressemblent à de l'ancien qui ne le sont pas. Mais tu as aussi des vieux temples, bien sûr. Mais c'est pas le même niveau qu'une cathédrale, tu vois. Ah ouais, ça c'est vrai qu'en France, pour le coup, on est bien lotis là-dessus. Mm, mm, mm. Même les châteaux, au Japon, il y a, bien sûr, quand tu vas à Osaka, quand tu vas à Hiroshima, tu peux voir des châteaux ou des ruines de châteaux, mais c'est des reconstructions pour la plupart. Donc tu as les fondations et après ils refont quelque chose qui ressemblait à ce qu'il y avait avant. On n'est pas sur du réellement historique qui a été sauvé, qui a été un petit peu rénové. On est vraiment sur quelque chose qui a été reconstruit dans le même style que l'ancien, la plupart du temps. Ouais, je comprends. Et il y a un autre truc qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est ils sont tous très fit, les Japonais. Clairement, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai vu très peu tu vois, de personnes en surpoids ou même d'obésité. Et globalement, même au-delà de ça, ils sont tous ultra, ultra, ultra fit. Et a priori, de ce que j'ai compris, ils ont une éducation à l'alimentation qui est assez différente de la nôtre. Donc là, pareil, tu vas me dire si c'est une idée reçue ou pas, mais où dès le plus jeune âge, on leur apprend à aimer le riz, je sais pas, les brocolis, je dis n'importe quoi, les légumes, etc. Là où en France, quand t'es petit, on va tout de suite peut-être faire aimer des trucs un peu plus sucrés ou un peu plus gras. Est-ce que tu confirmes ça? Je sais que c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur de Kevin, du coup, clairement aujourd'hui en France, sur l'alimentation, il y a un gros retard d'éducation, une méconnaissance des gens, et c'est là toute la valeur ajoutée de ce que propose Kevin, c'est de faire monter les gens en compétence sur ce sujet-là. Au Japon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous fit? Est-ce que c'est juste de la génétique ou est-ce qu'il y a une alimentation qui est particulière et une éducation là-dessus qui est tout simplement meilleure qu'en France? Alors, là, je suis pas du tout un pro sur ce sujet, mais je pense qu'il y a une part de génétique qui est pas à nier et une grosse part de génétique et une part d'alimentation qui doit être un petit peu plus modeste. Parce que honnêtement, donc le Japon, bah, tu as pu le voir et je le vois, on est quand même sur un pays qui a énormément de fast-food. C'est pas la même fast-food que chez nous. Il y a beaucoup de McDo, il y a beaucoup de KFC, enfin, il y a les grandes chaînes, bien sûr, mais on est sur énormément de fast-food Japanese style. Donc, des bols de riz avec de la viande dessus ou des espèces de chaînes où ils servent de la nourriture un peu européanisée. Et il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de fast-food au Japon. Et pour moi, c'est un mystère que les Japonais soient aussi fit comme tu le dis. Donc c'est pour ça que je te dis que je pense qu'il y a quand même une grosse part de génétique dans ce problème. Après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Japonais qui font du vélo. Il y a des vélos de partout, il y a des parkings à vélo de partout. Sans antivol, les vélos d'ailleurs. J'ai pas Ah, vu quasiment pas alors sans antivol, quoi. les antivols sont cachés. Il y en a sur Ah, ils tous sont les cachés. vélos, mais ouais, c'est juste des petites clés qui tournent au-dessus de la roue et ça fait sortir un espèce de système qui bloque la roue comme ça. Mais c'est tout petit, c'est un peu caché. C'est pour ça que peut-être tu les as pas vus. C'est pas des vrais des U comme chez nous, des espèces de chaînes. C'est des petits systèmes. Chez nous, quand tu vois, enfin en tout cas à Lyon, quand tu vois un vélo dans la rue, il lui manque une roue, une selle, et il y a l'antivol hein, toujours, mais il n'y a plus il Ouais, manque le cadran du vélo. ouais, ouais. Non, bah non, il y a pas des aussi gros antivols que chez nous. Après, voilà, peut-être le vélo, le sport. Il y a beaucoup de gens qui font du sport. Que ça soit le matin quand je vais au boulot, ça me surprend toujours parce que quand je vais te dire l'endroit où c'est, mais en gros j'ai un groupe de vieux, de petits vieux, voilà, des petits vieux qui font du sport, on va dire en espèce de tai chi, ils sont une trentaine, tu vois, ils font ça tous les matins et ils font ça au milieu du cimetière. Ok. Donc Bah ouais, voilà, mais donc toutes les cultures n'ont pas la même vision du cimetière. Et voilà, mais moi le cimetière n'est pas au même endroit d'ailleurs. ça me fait toujours rire. Bah, j'habite à côté d'un cimetière du coup, et donc je le traverse tous les matins pour aller au boulot, et ça me fait toujours rire parce que je les vois faire leur sport. Donc il est 6h50, tu vois, 6h50. Et il y a une trentaine de personnes de plus de 60 ans, 70 ans sûrement même d'ailleurs, qui font leur petit sport dans le parc. Et ça me fait toujours rire parce que je me dis, bah, ils sont motivés, tu vois, quand même. Faire ça au milieu du cimetière le matin, donc là il fait 7 degrés le matin, ils sont là. Quand il faisait cet été, je sais pas, une trentaine de degrés le matin, ils étaient là aussi. Donc ils font ça toute l'année. Je vois les salles de sport, elles sont toujours pleines. Donc moi j'y vais à des horaires un peu spéciales, donc c'est vrai que c'est quand même un peu moins plein. Moi, j'y vais le matin, tu vois, genre à 5h30 ou à 6h. Il y a moins de personnes que quand j'y vais le soir à 6h aussi.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours du monde. Donc, il y a des salles de sport à tous les coins de rue aussi. Donc, peut-être que ça vient de là aussi. Mais bon, de mon point de vue, je pense qu'il y a quand même une grosse part de génétique. Grosse part de génétique, grosse part ok, de pratique sportive, ça du coup je l'avais pas vu. Tu sais s'ils font beaucoup de sport à l'école? Je sais que j'en ai croisé beaucoup, alors Ouais, je sais plus comment beaucoup. s'appelle ce sport là où tu sais, t'as un gros gant et tu dois choper une balle là, et puis le lance Ouais, les avec une bases. espèce d'outil circulaire. Ah oui, oui, la crosse, là. Ça Oui, une s'appelle la crosse, ouais, c'est crosse. ça, exactement. Bah Ok. non, le sport s'appelle lacrosse, je crois. Ok, d'accord. Mais ouais, ouais, le sport, c'est une grosse partie de leur éducation. Enfin, moi, je vois des jeunes avec des sacs de sport énormes, plus gros qu'eux. Ça fait vraiment le cliché, comme chez nous, là, le gamin là, qui a un sac rempli de bouquins qui est plus gros que lui, il tombe en arrière comme ça. Bah là, c'est pareil, t'as L'escargot. des hordes d'escargots japonais là, avec leurs sacs de baseball ou de lacrosse ou n'importe quel sport en fait. Et ils ont des sacs énormes et tu les vois tout le temps, tous les jours. J'en vois des centaines le matin quand je vais prendre le train. Il y a des gamins de partout avec des sacs de sport. Et donc, je pense qu'ils doivent quand même faire pas mal d'activités sportives à l'école. Ça non plus, je suis pas allé vérifier. Et j'ai pas encore d'enfants, donc je peux pas te dire. Mais de ce que je vois dans la rue, en tout cas, ouais, à l'école, ils en font bien plus que nous, Ok, à mon ouais, donc avis. ça déjà c'est important, ouais. Ok, ok. Non, ça Puis c'est c'est bien. quelque chose qui fonctionne en club aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop en France. C'est pas trop la culture de club un petit peu dans l'école. Donc, tu as le Oui. club un petit peu de baseball, tu as le club de Un danse, peu tu à as le club de l'américaine peut-être? cheerleading. Exactement, c'est exactement le système. Et je pense que ça fédère quand même pas mal. Tu les vois là, aujourd'hui on est samedi, je suis allé faire des courses tout à l'heure et bah, tu vois des gamins avec leur uniforme d'école et le sac de sport dans le dos parce qu'ils sont allés faire la pratique sportive samedi matin, tu vois. Et des fois c'est le dimanche parce qu'ils ont un tournoi ou je sais pas, où ils vont faire aussi de la pratique sportive avec le club de l'école. Et ça c'est quelque chose qui, à mon avis, est une très bonne idée et qui doit bah, déjà mettre un petit peu le cerveau en mode bah il faut faire du sport, c'est quelque chose d'important et qu'on devrait en fait bah, aussi avoir en fait en France. Bien sûr. Bah, c'est l'apprentissage aussi de la vie sociale, du travail en équipe et c'est ça, ouais, ouais. Et puis de aussi l'adversité, c'est le dépassement de soi, etc. Non, c'est super. Et toi qui reviens de la salle, là, justement, t'as du monde qui va un peu dans les salles de sport, dans les clubs de remise en forme, etc. T'as des grosses franchises là-bas, comme en France, ou comment ça se passe sur Ouais, la oula, partie un peu muscu, remise en forme? c'est énorme, c'est un business énorme et c'est pour ça à chaque fois que je vous entends parler là sur vos podcasts ou même ça me fait sourire parce qu'en vrai c'est un business ici incroyable quoi. Il y a des salles de sport, hein, comme je t'ai dit à tous les coins de rue, il y en a beaucoup, enfin qui sont pleines en fait quand tu passes, tu les vois qu'elles sont pleines. Et il y a des énormes franchises aussi. J'en ai quelques-unes en tête, mais je vais pas dire les noms parce que ça sert à rien. Mais en gros, enfin, il y a vraiment des grosses franchises où t'en as, je sais pas, une dizaine par mini-ville. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais oui, oui, il y en a beaucoup. Et à l'intérieur, t'as beaucoup de coachs, t'as beaucoup de gens de tout âge. D'ailleurs, je suis assez étonné. À partir d'un certain âge. Tout âge à partir d'un certain âge. Je pense que je fais partie par exemple, dans la salle où je suis allé, j'en avais vu une autre avant. Je fais partie des plus jeunes, étonnamment, à y aller. Et après, tu as une grande disparité à partir de 35 ans, on va dire, des gens qui ressemblent à 35 ans jusqu'à des gens qui sont bien plus que 60. Mais étonnamment, t'as pas tant de ça que de jeunes, tu vois, la vingtaine, qui vont à la salle. J'étais surpris, pour le coup. Et du coup, ils vont peut-être avec leur club, justement, faire des sports collectifs, peut-être, ouais. Peut-être, ouais, peut-être Mm. que c'est là, tant qu'ils sont à l'université, ils continuent à faire leur pratique sportive, et puis une fois qu'ils commencent à travailler, ils arrêtent pendant quelques temps, ils reprennent vers la 35e quand ils ont une situation. C'est peut-être la réponse en vrai. Mais c'est Mhm. vrai que j'étais surpris parce que moi, de ce que je me souvenais en France, c'était quand même la moyenne d'âge est assez jeune, je pense, dans les salles en France. Il y a pas mal de gens qui ont la 18, Oui, 20, 25 qui vont, c'est clair. Et de là, ce que je me souvenais. non, c'est ça exactement. Et après, pour des gens de plus 40, 50, 60 ans, tu as des petits clubs de remise en forme, des petites structures, notamment celle où travaille Kevin de quelques heures par semaine, où là, effectivement, tu vas être sur des clubs plus intimistes et un peu moins peut-être tape à l'œil. Et effectivement, du coup, là, tu vas peut-être avoir une clientèle plus 40, 50, 60 ans. Effectivement, ouais. Ouais, alors j'en ai pas vu beaucoup. Je pense qu'il y en a, ça doit exister, c'est sûr et Non, certain, et il doit y en avoir ça France, hein, je veux 40. dire. Ouais. Ah oui, oui, Mm. mais je te disais au Japon, ça doit aussi Ah oui. exister. Il doit y avoir la même clientèle, mais tu les vois pas. Bah, le seul club où on est allé, c'était à Kawaguchiko.
si je dis pas de bêtises. On avait une journée de pluie, du coup on est dans un club et c'était génial parce que t'avais également le sauna et t'avais le petit puits d'eau froide, etc. Et c'est vrai que comme d'hab, tout est propre, tout est nickel, tu laisses tes affaires, limite tu fermes pas trop le caddie, etc. Et c'était une très bonne expérience. Ouais, le seul club qu'on a fait, c'était un petit club de remise en forme. Je crois que c'était un club d'hôtel. Non, pas d'hôtel, non, c'est un petit club de remise en forme. Ah, mais tu vois, ça aussi, c'est. Là, comme je te disais, il y a des bons points et des bons mauvais points aussi au Japon. Le mauvais point, gros mauvais point pour les gens westerners comme nous, les Européens, les Américains, qui ont des tatous de partout, des tatouages de partout. La plupart des salles sont interdites, en fait, aux gens comme ça, avec des Ok. tatouages. Ah bah tu vois, déjà Par exemple, Kevin, voilà. moi, toi, on peut pas quoi. Dans la mienne, par exemple, je dois pas montrer. Donc, Ok. j'ai toujours des pantalons, j'ai toujours des manches longues. Je peux pas y aller en short, débardeur, parce que c'est clairement écrit, tu vois, dans le contrat que tu signes au début, ne pas avoir de tatouage apparent. Dans les salles où il y a des espèces de saunas ou des bassins d'eau froide, comme tu disais, ça aussi, il y en a de plus en plus, mais on est quand même sur une petite population de ce genre d'endroit qui accepte les gens tatoués sans les cacher. Ils te donnent des patchs, des fois qu'il faut te coller dessus pour cacher ton tatouage. C'est un peu ridicule. Tu vas dans les bains chauds, ou dans les bains froids avec des espèces de stickers, comme si tu avais une blessure, tu vois. Maladie. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc tu mets ton sticker. Les stickers, c'est des tailles un peu bâtardes. Du coup, t'as pas la vraie taille. Donc t'as des fois des petits morceaux de tatouage qui dépassent. C'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. Après, tu vois, c'est la culture. Tu sais que au Japon, les tatouages, c'est les yakuza. Bah voilà. Donc c'est compréhensible. Mais bon, ça change aussi. Il y a de plus en plus de gens qui en ont déjà devant. Et il y a de plus en plus d'établissements qui acceptent les tatouages aussi sans les cacher forcément. Tant que c'est pas des trucs énormes qui font tout le corps ou tout le dos. Tu Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Je voulais ta confirmation justement. C'était parce que historiquement, ceux qui sont tatoués au Japon, c'était les yakuza justement. vois. Ouais, c'est ça. Donc du coup, quoique les jeunes en fait au Japon, ils en ont pas tant que ça. En fait. C'est plus des gens qui ont la trentaine, quarantaine, qui en ont pas mal. Et mais c'est quand même des gens qui sont un peu à part dans la société. Tu vois. Et oui, même pour nous, du coup, pour les étrangers qui ont des tatous, même si, enfin, c'est naturel, on ne fait pas partie de la mafia, on fait partie de la triade. Mais quand même, on a des tatouages, donc on n'est pas accepté quand même. Donc au Japon, il y a des choses qui s'appellent les onsen, qui sont des bains naturels avec de l'eau chaude qui sort de la terre. Et il y en a, je sais pas, 80% où tu peux pas y aller, quoi. Même avec un mini tatou, tu vois, même si t'as juste un petit cœur sur l'épaule, c'est fini pour toi. Quoi. Même Ah s'il y bon, a aucune chance que tu fasses partie de la mafia, quoi. je comprends. Et là, du coup, on a depuis plusieurs dizaines de minutes, on a évoqué du coup quand même un portrait. On a dressé quand même un joli portrait du Japon, même si tu as nuancé sur plein de points. Maintenant, parce que bon, nous, tout l'enjeu du podcast, c'est nous, on veut, voilà, les valeurs qu'on veut promouvoir, c'est vraiment d'essayer déjà d'être une meilleure version de soi-même semaine après semaine et mois après mois. Et dans ce cadre-là, parfois, de changer un peu ton environnement. Quand l'environnement dans lequel tu es actuellement est pas bon, ça peut être environnement cercle social, ça peut être même du coup le pays. Et quelqu'un aujourd'hui qui a envie de quitter la France parce que justement il se retrouve plus trop effectivement parfois sur certaines choses et a envie par exemple de s'expatrier au Japon. Et j'aimerais que tu nous détailles un petit peu les difficultés que tu as eues, parce que tu en as eu beaucoup, et justement, c'est ça qui est inspirant aussi dans ton parcours, c'est que tu t'es accroché comme un dingue. Je pense pas que j'aurais eu le mental pour m'accrocher, enfin très peu de gens en tout cas auraient eu le mental de s'accrocher comme tu l'as fait. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ce parcours du combattant que tu as suivi pour finalement réussir à avoir une vie normale au Japon, un job entre guillemets, quand je dis normal, c'est avec des horaires acceptables, enfin voilà, être intégré, te sentir un minimum intégré au Japon. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ce parcours-là pour donner un petit peu un exemple de si demain quelqu'un veut s'expatrier au Japon, il y a du bon, mais c'est aussi un parcours du combattant qui est pas facile. Ah ouais, ouais. C'est un sacré parcours. Déjà, toute personne qui voudrait s'expatrier, que ce soit au Japon ou n'importe où, il faut déjà qu'elle aille tester en fait le pays pendant plus que 3 semaines. Ça, je pense que
c'est le minimum syndical quand tu veux t'expatrier quelque part. Il faut y aller plus que 2 semaines parce que tu y allais en vacances, c'était marrant, machin. Non, il faut y aller au moins un mois et puis voir déjà un mois. C'est différent de 2 semaines. Donc ça, déjà, c'est mon conseil numéro un. Après, au Japon, ouais, moi, c'est vrai que j'ai commencé avec un PVT pendant une période qui était pas facile, celle du Covid. Donc, il y avait aucun touriste. Donc, tous les jobs touristiques dans les hôtels, dans les restaurants, que ce soit aussi les tour guides, tout était stoppé. Il y avait plus besoin de main-d'œuvre comme il y avait besoin en 2019, par exemple. Moi, j'avais vraiment. PVT, c'est permis visa de travail, donc c'est Yes. si tu trouves un travail sur place, tu peux avoir le droit de rester 6 mois. Ça fonctionne comment ça? Non, alors ouais, ça dépend les pays en fait, mais pour le Japon, donc le PVT, c'est un visa de 1 an qui te permet de travailler Ok. et de voyager. En théorie, c'est un visa qui te demande de voyager quand même. Il te demande un planning à peu près, une idée de planning quand tu déposes ta demande de visa, parce qu'ils veulent pas que tu restes pendant 1 an à faire que travailler. Ils veulent que tu voyages aussi pour découvrir le pays. Donc du coup, je suis arrivé avec un PVT, j'ai voyagé, j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai rencontré des gens qui m'ont aussi donné envie de rester. Et au bout d'1 an, j'ai réussi à prolonger mon séjour de 2 fois 6 mois à cause du Covid. Toujours parce que en 2021, les frontières étaient toujours fermées au Japon. Donc j'avais des petits boulots, je travaillais 2 ou 3 petits boulots en même temps. On était sur 6 ou 7 jours par semaine de travail. Sachant que Pas pour du travail. recontextualiser, en France, t'as bac+5, t'as un CDI, t'as je pense, une paye voilà, hyper correcte et tout, et t'as quand même une bonne situation en France à la base et t'es diplômé, pour Oui, 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 contextualiser un donc peu. ouais, j'ai donc diplômé bac+5, j'avais un CDI de consultant qui payait bon, raisonnablement, tu vois, pour une entrée de carrière que j'ai quitté. Et donc c'est vrai que tu te retrouves au Japon à travailler. Donc j'ai travaillé avec des enfants dans des écoles maternelles. J'ai travaillé à faire des cartons la nuit. J'ai travaillé dans un hôtel à nettoyer des chambres en même temps. Du coup, je faisais les trois boulots. Je faisais les bus avec les gamins le matin. J'allais m'occuper des gamins un peu plus grands l'après-midi. Le soir, j'allais faire les cartons et puis le week-end, j'allais travailler à l'hôtel, quoi. Donc du coup, 80 heures c'est par vrai semaine, c'est ce que que tu disais? on était sur 60-70 heures par semaine au moins, oui, 70 heures. parce que avec les temps de trajet entre tous les boulots, puis surtout le travail le week-end qui était assez difficile, parce que quand tu te fais une semaine de travail, retravailler le week-end, c'était difficile. Mais c'était aussi un petit peu pour me pousser. Tu vois, je me suis dit, ok, j'en avais besoin financièrement. J'aurais pu m'arrêter à travailler 6 jours par semaine ou 5 jours par semaine et puis vivre très sommairement, mais j'avais envie de quand même profiter. Donc je voyageais quand même toujours pas mal et de me dire bah voilà, je vais voir jusqu'à où je peux aller, enchaîner plusieurs boulots sur une période donnée. J'ai fait ça quand même pendant presque 1 an et j'étais vraiment physiquement fatigué à la fin. Donc c'est vraiment pas une bonne situation, mais ça te permet aussi de voir un petit peu tes limites, tu vois. Et 2022, on arrive, donc un des points aussi avec l'expatriation qu'il faut s'imaginer, qui est pas du tout imaginable en fait avant de le vivre, c'est que tu rencontres des gens qui s'en vont aussi. Tous les expatriés à terme, euh, non pas tous, mais une grande partie aussi part du pays où tu les rencontres. Donc tu fais que rencontrer des gens, mais c'est que du short terme, tu vois. C'est des gens que tu vas connaître pendant 6 mois, 1 an, 2 ans maximum, et pour la plupart. Et donc c'est vrai que ça fait aussi une charge mentale qu'il faut imaginer et prévoir. Et donc j'arrive en 2022, début 2022, toutes les personnes que je connaissais depuis 2020 plus là. Donc je me retrouve un peu tout seul, j'avais juste ma compagne à Donc l'époque, toujours japonaise. tout ton cercle social qui s'en va, quoi, finalement. Exactement, exactement. Donc tu te retrouves un petit peu tout seul. Et là j'avais décidé d'abandonner. Je m'étais dit bon, j'ai pas réussi à trouver un job, un office, enfin un job de bureau qui me correspond en 2 ans. Je continue à faire des petits jobs, ça suffit. Je vais rentrer et puis je vais repartir ailleurs en Asie. Je vais faire mon plan que j'avais prévu de faire mon voyage de quelques années avec 2 ans de décalage. Et donc je décide d'abandonner. Je reçois une extension de visa parce que je l'avais demandé et que je l'avais eu. Du coup je la reçois et je me dis bon à la fin de ces 6 mois, on est en février là, à la fin de ces 6 mois, je m'en vais. Et je me dis ça et 3 semaines après, je décroche le job qui me plaisait dans une entreprise étrangère au Japon. Et du coup, je décide de rester un peu plus longtemps. Donc, tu vois, c'est quelque chose.
aussi dont il faut penser, il faut garder ça en mémoire, c'est que il y a une grosse part aussi de chance un petit peu dans la vie, et que c'est toujours quand tu as tout donné et que tu es arrivé au bout, tu te dis bon bah là j'en peux plus, j'arrête. C'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui arrive, tu vois, qui te dit bah écoute non en fait tu t'arrêtes pas maintenant, tu continues encore un peu mon coco, et puis voilà quoi. Après tu continues et tu regrimpes un petit peu bah, la vie quoi. Donc t'es passé par des hauts et des bas, des très bas, et quand t'es tout en bas en fait pouf tu remontes en haut. Et donc ça c'est la vie d'expatrié tous les jours quoi. Ouais, parce que 365 jours par an. c'est super ce que tu me dis. Ah, bah, c'est clair que ouais, quand tu as deux doigts d'abandonner, c'est souvent là où ça se débloque, et c'est au moment où tu crois plus finalement que les choses se passent. Et je comprends un petit peu, alors c'est moins fort que toi, mais quand j'ai vécu un an en Irlande du coup dans le cadre de mes études, et c'est vrai que de vivre pendant un an avec des gens que tu connais pas depuis plus d'un an, et avec un cercle social très restreint dans une culture que tu connais pas, et encore on est en Irlande donc on est en Europe. Voilà, en plus, c'est une autre culture, une autre façon de fonctionner. En plus, tu fais tes 70 heures par semaine de travail. Ouais, je pense que là, ça a dû t'endurcir d'une sacrée façon, quoi. Endurcir peut-être pas, mais en tout cas ça te fait relativiser. Tu te dis bon, euh, j'avais quand même de la chance avant de travailler, d'avoir un travail on va dire de bureau en France, d'avoir un salaire raisonnable. C'était un luxe. Et en fait, tu t'en rends compte. Tu te dis, ok, j'avais une vie de luxe un petit peu avant, et tu t'en rends pas compte quand t'es dedans, en fait. Donc, ça me permet de relativiser, de te dire, ok, bah maintenant j'ai connu les deux, je vais faire en sorte de retrouver la vie que j'avais avant, quoi, voire même mieux. Et tu te laisses plus aller à faire des choix qui te tendraient, on va dire, vers le bas, qui te tireraient vers le bas plutôt que te tirer vers le haut. Ah oui, je comprends. Et qu'est-ce qui fait, alors c'est une large question, on va peut-être pas l'aborder en profondeur, mais en gros, dans les grandes lignes, pourquoi c'est si dur de s'intégrer? Pourquoi tu as eu autant de difficultés à t'intégrer? Je sais que leur alphabet est très compliqué et que la langue japonaise à apprendre est très compliquée, donc déjà, ça peut être un premier frein pour s'intégrer dans un pays. Tu m'as parlé des lourdeurs administratives, et tu m'avais aussi parlé du fait que, mine de rien, au Japon, quand t'es pas japonais, t'es un étranger, alors peu importe que tu sois black, blanc, beurre, ce que tu veux, t'es pas japonais, t'es un étranger, et tu le resteras un peu ad vitam aeternam. Il n'y a pas de possibilité d'intégration. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres points aussi qui font que c'est compliqué? C'est voilà, dans les grandes lignes, puisqu'on va pas aborder en profondeur, mais Ouais, dans les grandes lignes, parler la langue, c'est obligatoire. C'est un non négociable. Ne pas parler la langue, en fait, c'est un frein énorme à l'intégration. J'ai mis longtemps à m'en apercevoir. Et aujourd'hui, même si je parle pas un japonais parfait, je parle assez bien japonais pour me permettre de vivre tous les jours et d'être intégré. Mais parler la langue, c'est le minimum, c'est le niveau zéro de l'intégration. Qu'est-ce qui est difficile aussi? Donc oui, l'administration, la vie administrative japonaise, parce que même si le Japon, c'est le pays de la modernité pour le reste du monde, au Japon, on est quand même sur un pays qui reste encore au niveau du fax, tu vois. Il y a des fax qui partent. Moi, je reçois des fax au boulot. On en reçoit des fax, et on est sur du full papier, tu vois. Comment ça s'appelle? Les formulaires online, tout ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire pour, je sais pas, renouveler ton visa. T'es encore obligé de te déplacer à l'immigration, quoi. Tu peux pas le faire en ligne. ok. Pour, je sais pas, mettre à jour ton adresse quand tu déménages, tu dois aller au poste de police pour mettre à jour ton permis de conduire. Tu peux pas le faire en ligne. Tu dois aller à la mairie locale pour faire plein de 50 000 papiers que tu pourrais faire en ligne. Ça prendrait 10 fois moins de temps, mais non. Il faut le faire en papier, il faut le signer avec son petit tampon. Bref, c'est une lourdeur administrative qui est pas forcément compréhensible quand tu es pas du juge, je pense. Nous, on a l'habitude de faire tout en ligne aujourd'hui en France. Je pense, enfin, je me rappelle les impôts, machin, c'est tout en ligne, quoi. C'est quelque chose, quand tu dois le refaire en papier, t'es un peu genre là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu me disais, le dernier point? Dernier point, c'était que globalement, c'est pas un pays Ah qui oui, a oui, vocation en à effet, ouais. accueillir des étrangers et à les intégrer, parce qu'en France, on est quand même sur un modèle d'intégration. Enfin, voilà,
théoriquement, on veut voilà, intégrer et quelqu'un qui n'est pas de nationalité française peut le devenir quand même relativement facilement et c'est fait pour. Le modèle, il est universel. En France, c'est un peu le modèle. Normalement, on a pour but aussi, pour vocation, d'intégrer des gens et de faire société tous ensemble, etc. Et au Japon, j'ai pas l'impression que le modèle, c'est ça. Après, je sais pas si tu as un Non, regard là-dessus. je pense qu'au Japon, on est sur un modèle différent. On est sur un modèle d'intégration, on va dire, silencieuse. Donc, comme tu disais, je pense que, bon, c'est toujours mon point de vue, mais je pense que quand t'es pas japonais au Japon, tu seras jamais japonais, même si tu deviens japonais de papier. Ah, c'est Après, important ça. c'est mon point de vue. J'ai pas l'intention de devenir japonais. J'aimais de ce que j'ai compris jusqu'à aujourd'hui, être japonais, c'est quelque chose que tu es ou que tu n'es pas. C'est pas quelque chose que tu deviens. Mais après, il y a une intégration, on va dire silencieuse, c'est-à-dire que la plupart des immigrés qui veulent s'intégrer au Japon, bah, ils s'intègrent en faisant profil bas. Tout le monde fait profil bas. Tu vas pas aller manifester dès que tu as ton visa de travail, tu vas aller faire une manifestation le week-end pour je sais pas pour n'importe quelle cause, tu vas pas aller t'amuser à faire ça. Tu vois, tu fais profil bas. Tu vas faire quand tu es à Rome, tu fais comme les Romains. Bah, quand tu es au Japon, tu fais comme les Japonais. Quoi. Tu t'intègres silencieusement et tu essayes de pas faire de vagues. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je pratique tous les jours et c'est ce que je vois en fait tous les gens autour de moi pratiquer aussi. Une intégration silencieuse, plutôt dans un modèle d'unité. Tu vois, tu follow la règle japonaise. Au Japon, on fait comme les Japonais. Mais Ok. tu n'es pas un Japonais. Oui, oui, c'est ça un peu ok. C'est le truc à savoir quand même avant de potentiellement vouloir s'expatrier là-bas, c'est que tu seras, enfin, si je sais que mon petit frère, notre petit frère Kevin et moi là, qui a 18 ans, il est très très fan du Japon. Et il aimerait beaucoup voyager là-bas. Et puis j'imagine peut-être que tu vois, c'est une génération qui aura peut-être envie il y a peut-être des envies d'expatriation, d'aller travailler ailleurs, surtout quand voilà, il s'agit d'ingénieurs, etc. C'est quand même bon à savoir de se dire si demain je fais fonder une famille là-bas, etc. Bon bah voilà, mine de rien, à moins effectivement de fonder une famille peut-être avec une japonaise, tu fais pas partie tu feras jamais vraiment partie du sérail quoi. Toi, c'est pas une limite pour toi, c'est un truc qui est plutôt cool ou t'es ok avec ça? Bah oui, moi j'ai jamais eu l'intention en fait de devenir japonais, de faire partie entre guillemets à 2000% du Japon, tu vois. Enfin, je suis là, je travaille, je paye mes impôts, je respecte les règles. Point. Euh, je vois pas, tu vois, j'ai pas l'intention de faire du zèle et pour n'importe qui vient, qui fait une vie normale en fait, tu vois, tu travailles, tu payes tes impôts, tu enfreins pas la loi, t'es pas problématique, il y a aucune raison de pas te faire accepter. C'est juste que tu es accepté comme étant un étranger qui se comporte bien, tu vois. Enfin, c'est tout. Et pour moi, c'est assez logique. Je veux dire, il y a pas de problème avec ça, et je comprends pas comment il peut y avoir des problèmes avec ça. Ouais, c'est clair. Mais Bah, bon, pour prendre ça la c'est comparaison, toujours. c'est t'es invité à dormir dans une famille, dans une autre famille. Tu te plies aux règles de la maison, de la famille dans laquelle tu es invité. Tu te fais plus discret, enfin tu te fais discret, t'es poli et courtois, et puis t'essayes d'aider. Et puis voilà, c'est plutôt, ça me paraît plutôt sain, ouais, comme vision. Bah, d'après moi, c'est la base en fait. C'est la C'est base. la base quand tu vas quelque part. Tu fais en sorte de respecter les règles locales et puis de faire ton maximum pour aussi contribuer à l'endroit, C'est clair. sans en faire trop. Pas besoin d'en faire trop. Jamais besoin d'en faire trop. C'est clair. Bah écoute, super, merci pour tous ces feedbacks. Tu avais un dernier mot peut-être sur le Japon ou sur autre chose à dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton expérience et puis du Japon. En tout cas, c'est un super épisode. Ben non, ben merci à toi François de m'avoir invité. Et puis je sais pas si c'était intéressant ou pas, mais moi Si, ça si, m'a je fait te plaisir confirme. de raconter ça. Un petit mot pour la fin. L'expatriation, c'est une très belle expérience que je conseille à toutes les personnes qui voudraient la tenter. Le plus dur, c'est de se lancer. Le plus dur, c'est quand tu es en France, quitter ton CDI et puis de te lancer dans une aventure dans un pays que tu connais pas forcément. Euh, Si c'est un trop gros step, une trop grosse marche à passer pour certaines personnes, bah déjà commencer à s'expatrier dans un pays plus proche de la France, un pays européen où t'as pas forcément besoin de visa, tout ça. C'est le step niveau, on va dire 1, qui te permet déjà de prendre goût à ça si t'as un petit peu peur
de sauter des marches un petit peu, d'aller plus loin. Mais vraiment, c'est une expérience incroyable et que je conseille à n'importe qui, en fait, qui veut la tester. De préférence, le faire jeune, mais bon. C'est plus simple, on va dire. Beaucoup plus simple. C'est clair. Bon, bah, c'était hyper chouette de t'avoir, en tout cas. Et puis, oui, je te confirme que l'épisode est super, super intéressant. Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation là-bas. Et puis, j'espère qu'on se reverra vite. Soit toi qui reviens en France, soit moi qui retourne au Japon. Et puis, bah, on se dit à bientôt, Cyril. Ben oui, merci beaucoup, François. Puis, bonne journée. Salut. Merci. Salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.